Le problème qu'on a, c'est qu'on ne veut pas apprendre. On veut devenir patron un peu trop vite. C'est pour ça que je disais au début qu'à certaines personnes, je vais leur dire il faut tout arrêter. Il faut devenir d'abord salarié maintenant. Tu cherches un endroit où tu peux travailler. On te donne le travail à faire, tu fais. Tu deviens humble, vraiment. Tu arrêtes avec l'arrogance. Arrête d'être pédant. Prends un travail, on te dit fais ça, tu fais bien. Dès qu'on t'évalue, on voit que c'est bien fait. Tu passes à l'étape suivante, tu valides tes classes. Et quand tu vas valider, tu deviendras un chef d'orchestre. Et tu pourras maintenant lancer d'abord un business. Parce que deux business, c'est deux complexités totalement et radicalement différentes. Et j'ai dit que les deux business doivent avoir un fil conducteur qui les lie, les deux. De telle sorte que même certaines ressources du premier peuvent intervenir dans le deuxième et vice-versa. Ce que j'explique depuis le début, c'est l'introduction au thème. On n'a pas encore commencé. Donc, tout ce que j'explique là, c'était juste pour entrer dans le sujet. Et le sujet de cette vidéo est le fait d'être patron. L'idée étant de vous dire ce que c'est vraiment que d'être un patron et pourquoi être l'acolyte du boss est souvent le meilleur choix et d'ailleurs le choix le plus intelligent que vous pouvez faire. L'entrepreneur que vous venez d'écouter s'appelle Claudel Noubissier. C'est un type qui parle beaucoup et comme tous ceux qui parlent beaucoup, il sort beaucoup de bonnes choses mais aussi beaucoup de mauvaises choses. C'est mathématique. Et là, il dit une chose avec laquelle je suis assez d'accord. Tout le monde veut devenir patron trop vite. Tout le monde veut même devenir patron tout court. La popularisation de l'entrepreneuriat a créé un effet pervers, oui, je dirais pervers, qui est que tout le monde veut avoir des employés et personne ne veut plus travailler pour personne. Mais dites-vous que ce n'est absolument pas l'approche que nous devons avoir. Déjà, contrairement à ce que vous pensez, un entrepreneur n'est pas forcément un CEO. Ce n'est pas forcément le boss. Ok? Un entrepreneur est une personne qui travaille à bâtir quelque chose. Donc, si vous êtes un salarié dans une start-up, sachez que vous êtes un entrepreneur. C'est pour ça qu'en général, les employés de start-up, on les amadoue en les disant qu'ils vont recevoir des parts de capitaux. Tout simplement. Donc, quand certaines personnes vous demandent d'entreprendre, c'est parfois fait avec une certaine maladresse. C'est pour ça que je corrige ça en disant ceci. Bâtissez des choses. En fait, n'entreprenez pas, bâtissez des choses avec ou sans des gens. Point. Bâtissez des choses. Que vous soyez seul, à plusieurs, que vous soyez patron ou employé, le seul mot d'ordre est bâtir. Pour les nouveaux, sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, déjà c'est un geste simple à faire, à liker la vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et en plus ça fait plaisir. Aussi, notre équipe offre des services de graphisme 2D et 3D, de montage vidéo, des services d'animation et de conception de sites internet. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez nous contacter via le numéro qui est affiché à l'écran, via le QR code ou encore en regardant en description et il y a le lien qui amène directement vers mon WhatsApp. Bon visionnage. Dans toute entreprise, dans tout projet, vous avez besoin d'un leader. C'est quelqu'un qui a le dernier mot sur absolument tout ce qui se passe. Et cette personne doit avoir certaines qualités. Ce n'est pas parce que c'est votre idée que ça veut dire que vous êtes le mieux placé pour être le chef. Pas du tout. Ce n'est pas parce que c'est vous qui avez mis l'argent sur la table que ça veut dire que c'est vous qui devez commander les gens. Absolument pas. On peut avoir de l'argent, on peut mettre de l'argent sur la table, mais ne pas savoir comment exécuter les idées. Ça arrive tout le temps. Et le pire de toutes les bases sur lesquelles les gens partent pour dire qu'ils doivent être le chef, c'est que ce n'est pas parce que vous avez eu raison que ça veut dire que c'est vous qui devez diriger. Déjà, dans un groupe, consciemment ou inconsciemment, il y a un leader et il y a un lieutenant. Au moins les deux là. Ce sont généralement les numéros 1 et les numéros 2. Ok? Leader étant numéro 1, lieutenant étant numéro 2. Ce sont des non-dits, ce sont des choses que l'on voit et que l'on sait, même si vous voulez remettre ça en question. Dans un groupe, on sait à qui on obéit, on sait pour qui on va prendre parti par défaut. Et généralement, c'est lui le leader. Déjà, si dans votre équipe, vous voulez remettre en question l'autorité de quelqu'un, ça veut dire que ce n'est déjà pas vous, tout simplement. Quand on est une start-up, il faut de la dictature. Une dictature soft, mais de la dictature tout de même.
C'est une seule personne qui doit prendre les décisions et tous les autres n'ont qu'un seul choix à faire, décider de suivre l'ordre ou de partir de l'organisation. Pas de remettre ce qui a été dit en question. Parce que la chose la plus importante au début de n'importe quel projet, c'est la vitesse. Vous ne devez pas perdre de temps et la pire chose, c'est de soumettre toutes décisions qui doivent être faites à un vote. À prendre l'avis de tout le monde, c'est catastrophique. Bref, je m'égare. J'étais en train de dire que dans une entreprise, il y a donc un leader et un lieutenant. C'est la même composition que pour les sectes. Parlons donc du leader, de la fonction du CEO dans une start-up, je précise. Et après ça, on va parler des lieutenants et pourquoi vous devez apprendre à travailler pour les autres. C'est très noble et c'est très gratifiant. Commençons. Un leader est responsable de 3 grandes choses dans un projet. Il est responsable de la vision, de la culture et des manquements de tous les autres. La vision, c'est l'instinct de ce qu'il faut faire pour que votre projet survive. Voilà, on va dire ça comme ça. Ce n'est pas forcément calculé. Ça peut être calculé, mais ce n'est pas forcément calculé. Par exemple, vous avez un projet de taxi. Vous avez des taxis et on vous annonce une pandémie qui demande à tout le monde de rester chez lui. Le patron, avec une vision calculée, peut se dire par exemple qu'il va changer de manœuvre. Maintenant, il va faire du service de taxi qui va conduire des personnes malades directement à l'hôpital. Donc les voitures vont venir les chercher chez eux et les amener à l'hôpital. Ça aura un coût. C'est un service. C'est une vision calculée en fonction d'une situation précise. Mais en général, la vision où va l'entreprise relève de l'instinct. La même personne, prenons le même cas de figure de l'entreprise de taxi, la même personne voit par exemple des entreprises comme Yango, qui est une sorte de Uber, c'est le même principe que Uber en Afrique actuellement. Et la personne voit ces entreprises se multiplier et se rend compte qu'il ne peut pas concurrencer ce genre de services. Il ne peut pas les concurrencer. Ces boîtes arrivent beaucoup trop violemment, avec beaucoup trop d'argent. Ils savent que ça ne va pas marcher. Alors, ils décident de prendre toutes ces voitures, de les vendre et de développer, de créer des logiciels, un système de géolocalisation, un moyen de paiement, de communication plus adapté à notre contexte, de telle sorte qu'il va se contenter de louer ces technologies à ces entreprises qui, à la base, se feront concurrence entre elles, ou tout simplement de vendre ces technologies à ces entreprises et passer à autre chose. C'est une vision et une décision que seul doit prendre le patron, le leader. Il est celui qui doit voir ce genre de choses et accepter les conséquences dans la mesure où ça réussisse ou que ça foire. Ce n'est pas pour rien que quand ça marche, en général, il est le plus riche parce que quand ça rate, il est aussi celui qui est le plus en souffrance. C'est celui que tout le monde regarde. L'équipe est là pour suivre le chef et bâtir avec lui. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être d'accord avec tout ce qu'il dit, absolument pas. Ça veut juste dire que c'est à lui de trancher et qu'une fois qu'il a tranché, il n'y a plus rien à dire. Que vous soyez d'accord ou que vous ne soyez pas d'accord, vous obéissez. Ce n'est pas parce que vous avez peur de vous faire virer, non. C'est simplement parce que c'est lui qui a le dernier mot. Je voulais donner des exemples concrets qu'on peut analyser rétrospectivement, mais quand je vais me mettre à citer les noms, les entreprises ou même les projets ou alors ce qu'ils ont fait, là où ça a merdé, là où c'était plus intéressant, là où ça a gaffé, patati patata, on va m'appeler pour me menacer ou encore m'expliquer que j'expose leur business et blablabla. Pourtant, ce sont de très bons exemples dans l'écosystème camerounais sur lesquels on peut faire des analyses et comprendre donc où ça a foiré. Mais bon, je suis un entrepreneur en plus, je commence à faire mes marques, je n'ai pas envie de m'effriter avec des gens, même si ça aurait vraiment été intéressant qu'on parle de ces cas-là, mais bon. Parce que même si je donne le projet, on pourra très rapidement remonter au gars qui gère le projet et donc on va m'appeler. Donc je vais juste me contenter de taire les noms. Vous aurez un développement sans exemple concret. Malheureusement, c'est la vie. On se débrouille avec son milieu. Passons. Le patron, comme j'ai dit, est responsable de la vision. D'où va l'entreprise. Mais il est aussi responsable de la culture. Ce truc est tellement vrai. Je parle de la culture d'entreprise. Vous ne pouvez rien bâtir si dans votre entreprise, tout le monde n'a pas la même culture. Je répète, tout le monde dans l'entreprise doit avoir la même culture. La culture dans une entreprise est la même définition qu'en sociologie. C'est un ensemble de traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et même affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Donc, dans notre équipe, par exemple, il n'y a que des kamites. Il n'y a pas que des kamites parce qu'on refuse de travailler avec d'autres personnes. Et absolument pas. On accepte tous les talents tant qu'on peut travailler ensemble. Mais tout le monde n'est pas à l'aise dans
son quotidien avec nous. Voilà la raison. D'un moment donné, les gars partent toujours. Et donc, le patron, le leader, doit au mieux savoir représenter la culture. Il est en fait même la personnification d'une culture d'entreprise. Si le chef est en costume cravate slim, avec 2 montres au poignet et 3 téléphones, vous verrez que tout le monde dans sa structure ressemblera à ça. Quand vous discutez avec lui, vous savez directement quel type de boîte c'est. S'il est du genre à être laxiste et il ne prend rien au sérieux, tous ceux qui travaillent avec lui seront du genre laxiste et à ne rien prendre au sérieux. Donc, c'est au patron de savoir quelle est la culture à donner à sa boîte en fonction du secteur d'activité dans lequel il est. Je précise qu'en fonction de la boîte, parce que c'est aussi important, en fonction de la boîte, il y a certains types d'entreprises qui ont une certaine image dans l'inconscient collectif et que vous ne pouvez pas brider. Si vous ne ressemblez pas à certaines choses dans certains milieux, vous n'aurez pas de clients. Un exemple tout bête que je prends, c'est quand on voit un médecin, quand on dit qu'on va chez un médecin, on s'attend à voir un type avec une blouse blanche, point. Si vous êtes un hôpital, même si vous êtes très doué, si vous n'avez pas ça, les gens auront peu confiance en vous. Hormis le fait que la blouse blanche est un gage de propreté, c'est surtout une caractéristique de ce corps de métier. Point. Les gens ne veulent plus rien entendre. Donc, les patrons sont responsables de la culture, c'est-à-dire de comment se comportent les gens, de la vision, c'est-à-dire la direction que prend l'entreprise, mais il est aussi responsable des retards ou des lacunes de toute l'entreprise. La responsabilité la plus caractéristique d'un chef, c'est le fait de faire tout ce que les autres ne savent pas faire. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Le chef, son travail n'est pas de commander, c'est de couvrir tout ce que les autres ne savent pas faire. S'il y a dans l'équipe une personne qui fait de l'administratif, c'est bien. S'il n'y a pas, c'est à lui de s'en charger. S'il y a les vendeurs, c'est bien. S'il n'y a pas, c'est à lui de s'en charger. S'il y a une personne qui ne sait pas comment finaliser son travail, c'est à lui de terminer ce travail. Point. La comptabilité, pareil. Résultat, on pense que les chefs sont des administratifs, mais c'est faux. Les gars sont juste censés donner des feedbacks et donner le dernier mot sur tout ce qui se passe dans la boîte. Et ils doivent le faire en continu. Et les autres membres de l'équipe, pour que les choses avancent, doivent exécuter en continu aussi. Mais vous allez vous rendre compte que le patron se trouve en train de faire le travail d'à peu près tout le monde. Parce que c'est son travail, c'est son rôle. Et en soi, c'est normal, hein? Personne n'est censé être plus impliqué que lui dans sa propre entreprise. C'est logique, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien que le seul dans une entreprise qui ne doit pas être remplacé, c'est lui, c'est le leader. Il porte trop de choses. On parle du type qui connaît le nom de la mère de chacun de ses employés. On parle du type qui connaît les relations amoureuses de tout le monde dans sa boîte. On parle du même gars qui connaît l'addiction de tout le monde. Si tu aimes trop X, il sait. Un gars comme ça est difficilement remplaçable. À la base, cette vidéo n'est pas un éloge à la gloire des patrons. Mais c'est une suite d'arguments pour vous convaincre qu'être chef est le poste le plus risqué et qu'en termes de risque sur gain, il est préférable de ne pas l'être. C'est quoi le rôle d'un lieutenant maintenant? Dans une secte, littéralement, c'est quoi le rôle d'un lieutenant? Le rôle d'un lieutenant, pour ceux qui ne savent pas, c'est de faire en sorte que le leader réussisse. Oui, c'est tout ce qu'il a à faire. C'est une mission, somme toute, très simple. On va l'avouer. Là où le leader travaille pour tout un tas de personnes, le lieutenant, lui, travaille pour une seule personne et a un seul objectif. Il y a donc plein de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et cherchent des lieutenants parce qu'ils pensent que par défaut, eux, ils doivent être leaders. Vous voyez? Et pourtant, il est bien plus bénéfique que ces gens qui cherchent plutôt des lieutenants-là prennent leurs compétences et vont chercher des leaders et se mettre à leur service, tout simplement. Aller travailler pour quelqu'un qui porte une idée, qui dirige assez bien et a une vision assez claire, c'est grandement augmenter ses chances de faire fortune. Je vais prendre un exemple. Est-ce que vous connaissez la série Billion? Dans la série, il y a un personnage nommé Mike Wagner. On le surnomme Wags dans la série. Et ce type, c'est le numéro 2. Le gars met toute son énergie dans un seul but, que leur leader, Axel Rode, soit le plus à l'aise possible et le moins tracassé par les problèmes de la vie que possible. Et en étant le plus à l'aise possible, leur leader va continuer de leur apporter de l'argent. En tant que lieutenant, il n'est pas milliardaire comparé à son leader, mais il est suffisamment riche. Et quand les problèmes arrivent, il n'est jamais celui que l'on regarde. Jamais. Donc, être au service de quelqu'un vous donne la possibilité d'être riche
tout en ayant la liberté d'esprit qu'un leader n'aura jamais. Regardez tous ceux qui ont aidé à faire de grosses entreprises. Facebook, PayPal, tous ne sont pas devenus des stars, mais tous sont très riches. Je dis bien très riches. Il y a énormément de milliardaires qui ont été les secondes de ces grosses entreprises-là. Et tous sont très riches, très heureux. Et justement, ils sont heureux, ils sont à l'aise parce qu'ils n'ont pas le regard tourné vers eux. On ne va jamais leur demander pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas utilisé leur milliard pour faire XY. Là où dès qu'une personne comme Elon Musk fait une erreur, tout le monde veut lui taper sur les doigts. Et récemment, là, quand on a convoqué le PDG de TikTok, vous pensez que ses proches collaborateurs ont eu le même niveau de stress et de panique que lui? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous devez prendre vos atouts et essayer d'arriver le plus loin possible avec vos atouts. Tout le monde n'est pas fait pour être leader. On ne devient pas entrepreneur parce qu'on a des convictions. On devient entrepreneur parce qu'on a des résultats. C'est la seule chose qui compte. Et se mettre au service d'une personne avec qui vous allez bâtir quelque chose et donc avoir des résultats, c'est plus intéressant en termes d'approche entrepreneuriale. Travaillons ensemble. Le mot d'ordre reste le même si on veut bâtir notre continent. C'est le même.